clair pour ceux qui en doutaient toujours. L'immunité parlementaire du député Farba Ngom sera levée par l'Assemblée nationale. Il est envisagé la mise en place d'une commission ad hoc ce jeudi 17 janvier, suivie de la plénière qui décidera du sort du député maire d'Agnam. La coalition nationale des acteurs de la pêche entame sa grande tournée nationale. Pendant une quinzaine de jours, la CONAPED sillonnera tout le pays pour sensibiliser sur la préservation donc de nos ressources halieutiques pour un avenir durable. L'introduction de l'anglais dès le préscolaire et l'élémentaire est entrée en vigueur depuis hier mardi. Si des enseignants retenus pour matérialiser cette mesure ont boycotté donc le démarrage des cours à l'école élémentaire El Hadji Mbaye Diop de Ouakam, les deux enseignants chargés de dispenser les cours ont répondu présent à l'appel. En sport, le championnat d'Afrique des Nations initialement prévu en février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda aura finalement lieu au mois d'août 2025. Une décision de la Confédération africaine de football motivée par des impératifs liés à la préparation des infrastructures nécessaires pour un événement d'une telle envergure. Voilà donc pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il n'y a plus de doute, l'immunité parlementaire du député Farba Ngom sera levée par l'Assemblée nationale. La conférence des présidents de groupes parlementaires qui s'est réunie mardi 14 janvier a envisagé la levée imminente de l'immunité parlementaire de Farba Ngom avec la mise en place de la commission ad hoc suivie de la plénière qui décidera du sort du député des Agnam. Selon le député Amadou Ba de PASTEF, c'est le jeudi 17 janvier que sera constituée la commission ad hoc et la désignation de ses 11 membres, à savoir 9 députés de PASTEF, 1 de Taku Walou, 1 du groupe des non-inscrits. Et le vendredi, à partir de 11h, sera convoquée donc la plénière chargée uniquement par une résolution de ratifier la désignation des 11 membres de la commission ad hoc et le parlementaire de poursuivre. C'est seulement après que la dite commission va arrêter son calendrier, instruire la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom qu'il peut attendre lui directement ou le député qu'il aura désigné pour le représenter, examiner et apprécier les charges qui lui sont reprochées. Une fois que la commission ad hoc termine son instruction, les conclusions de ces travaux seront soumises à nouveau à la plénière pour statuer définitivement sur la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Alors, dans nos prochaines éditions, donc, vous aurez les réactions de certains juges spécialistes du droit qui vont s'exprimer sur la question. En attendant, pendant donc ce temps, le coordonnateur national de Gor Youbes s'intéresse au déplacement du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et des membres de son gouvernement. Ahmed Diallo réclame une limitation de ses voyages officiels. Pour lui, ceci est le premier pas vers la rationalisation des dépenses et la réduction du train de vie de l'État prôné donc par ce nouveau régime. Voici sa réaction. Notre pays fait face à un véritable défi qui est le financement endogène de l'économie. Pour ce faire, il faut chercher des économies partout, y compris dans les voyages officiels. Parce que pour chaque voyage officiel, on doit nous faire un compte rendu pour nous dire quel était l'objectif du voyage, combien le voyage a coûté aux contribuables sénégalais, mais surtout, qu'est-ce que nous avons apporté comme résultat après le voyage. Et cela doit être sur l'ensemble des voyages officiels, y compris les voyages du président de la République, des ministres, des DG et de l'ensemble des agents de l'État. Parce que si on prend l'exemple du Bénin, quand le régime de Patrice Talon est arrivé au pouvoir, ils vont constater que rien que sur les dépenses de billets d'avion, ils dépensaient 17 milliards par année.
Je pense qu'au Sénégal, ça ne doit pas être très loin. Mais pour rationaliser cela, ils ont mis en place la cellule des voyages officiels et en 6 mois, ils ont dépensé moins de 1 milliard. Donc, il faut travailler dans le sens de la réduction drastique du train de vie de l'État et les voyages officiels doivent être dans cette logique. Un observatoire de la bonne gouvernance, tel est le nouvel outil stratégique de mesure de la performance, donc de la bonne gouvernance propre au Sénégal, élaboré donc par le collectif des organisations de la société civile pour les élections. Mais avant son opérationnalisation, le COS a tenu un atelier de pré-validation du référentiel. C'était en présence de Mamadou Kanté et de Pape Ousseynou Ngom. Après la 3e alternance du Sénégal, enregistrée à la suite de la présidentielle du 24 mars 2024, la bonne gouvernance démocratique, politique, économique, administrative, entre autres, reste des défis à relever. Mais l'évaluation de ces principes de bonne gouvernance est jusque-là faite par des indices élaborés à l'étranger. Vous entendez parler de l'index Mo Ibrahim, vous entendez parler de l'index de la corruption, vous entendez parler de l'enquête sur le budget ouvert, etc. C'est des outils qui nous viennent d'ailleurs. Face à cette situation, le collectif des organisations de la société civile pour les élections s'engage à mettre en place un outil de mesure qui sera propre au Sénégal. Sur le plan de la gouvernance aussi, nous devons avoir une sorte de souveraineté d'instruments de mesure de la gouvernance. C'est ça qui a motivé le COSC à aller en collaboration avec l'ambassade de la Grande-Bretagne pour élaborer un référentiel de gouvernance démocratique et, in fine, mettre en place un observatoire de la bonne gouvernance démocratique. Cet outil de mesure et de suivi des performances en matière de gouvernance permettra ainsi de renforcer la transparence, l'inclusion et la participation citoyenne. C'est pour ça qu'il est essentiel pour nous d'accompagner le Sénégal dans la mise en place de ces instruments et aussi de cet instrument-là qui va permettre d'accompagner le gouvernement dans sa mise en œuvre de sa vision. L'atelier de prévalidation du référentiel qui s'est tenu ce mardi est, selon le collectif des organisations de la société civile pour les élections, une étape essentielle pour garantir l'opérationnalisation de l'outil stratégique d'observatoire de la bonne gouvernance. Parlons à présent de la pêche. La coalition nationale des acteurs de la pêche a entamé sa grande tournée de sensibilisation sur la pêche durable à travers le pays. Elle va, durant donc une quinzaine de jours, sillonner tout le pays pour donc informer, sensibiliser, mais surtout mobiliser les communautés et les acteurs du secteur aujourd'hui dans les enjeux liés à la préservation de nos ressources halieutiques pour un avenir durable. Je vous propose d'écouter Al-Hassan Sall. Il est le gouverneur de la région de Saint-Louis qui a accueilli donc la coalition. La politique définie par les autorités publiques, que cette politique-là puisse aller à la rencontre des préoccupations des acteurs du secteur. Alors, le comprenant, ces acteurs de la pêche ont initié cette démarche. Ils se sont réunis, ils ont diagnostiqué le secteur, ils ont identifié les difficultés, ils ont proposé des solutions et ils ont établi une charte. Si véritablement les uns et les autres se conforment aux différents points de cette charte-là, donc permettra véritablement de régler les maux du secteur et véritablement que l'on puisse avoir la ressource sans difficulté particulière et que cette ressource-là puisse être accessible à bon prix aux différents ménages. On a mis en place cette structure pour vraiment essayer de lutter pour cette pêche illénène, c'est-à-dire la pêche des juvéniles,
mais aussi mettre en place des recommandations, mais aussi des solutions par rapport à ce qui se passe au niveau du Sénégal en matière de pêche. Après Saint-Louis, la coalition nationale pour la pêche durable a pris la direction de Louga, à Lompoul plus exactement. Dans cette localité, la CONAPED a organisé une campagne de sensibilisation sur les conflits entre la pêche artisanale et celle industrielle. Elle dénonce les collisions fréquentes entre pirogues et bateaux industriels et demande aux autorités de réguler la pêche industrielle, d'auditer les deux secteurs et de réhabiliter les quais de pêche du Sénégal. Je vous propose d'écouter Mamoudou Sarr, il est membre de la dite coalition. Vous voyez qu'en général, il y a eu des accidents, des collisions entre pirogues et bateaux de pêche qui existent dans cette zone qu'on appelle Lompoul et c'est dans les eaux sénégalaises. Alors il va falloir faire des aménagements. Les aménagements, cela veut dire, pour ne pas aller vers les conflits, c'est de gérer ces populations et la pêche industrielle et comme la pêche artisanale. Dans ce sens-là, il va falloir faire des démarches. Mais maintenant, vous voyez le nombre de bateaux qui existent, les populations qui ont augmenté, alors que le poisson se raréfie, alors donc c'est des zones qui sont fréquentées, comme la pêche industrielle et la pêche artisanale. Alors vous voyez que ces deux types de pêche ne peuvent pas cohabiter. Alors il va falloir faire des aménagements. Ces aménagements, c'est de sorte, sur la demande, c'est de faire reculer, par exemple, la pêche industrielle, peut-être dans les 12 000, 15 000. Si c'est plus, ça fait tant mieux. Les accords de pêche, sur les 13 points existants dans la charte, il y a un point qui nous dit d'auditer la flotte industrielle, sénégalaise comme européenne. Mais la pêche industrielle et sénégalaise aussi doit être auditée. Après la pêche, place à l'éducation des enseignants retenus pour matérialiser l'enseignement de l'anglais dans le préscolaire et l'élémentaire ont boycotté donc le démarrage des cours prévus hier mardi. Ces maîtres chargés des cours d'anglais dénoncent la non-satisfaction des points mis sur la table donc des autorités. Ousmane Diouf, enseignant à l'IEF de Kolda, porte leur parole. Il est joint donc par Djibril Diallo. Nous tenons à informer l'opinion nationale que nous n'avons pas refusé de démarrer par mauvaise foi, allant dans le sens de ne pas accompagner l'État vers la réussite de ce projet historique et modernisateur. Mais parce que nous n'avons pas eu de gain de cause par rapport à nos revendications, à savoir l'indemnisation cette année et spécialisation l'année prochaine. L'enseignant du primaire est le seul enseignant qui déroule 21 matières et qui travaille 29 heures par semaine, sans compter la surcharge des classes multigrades. Mais malheureusement, nous sommes toujours traités en parents pauvres et nous n'accepterons pas que le ministre de l'Éducation en ajoute une couche, d'où l'introduction de l'anglais sans aucune motivation. Alors, si l'introduction de l'anglais dans le préscolaire et l'élémentaire est boycottée donc par ces enseignants au niveau de l'école El Hadj Mbaye Diop de Ouakam, la mesure a été bien effective. Le directeur du dit établissement ainsi que les deux enseignants chargés de dispenser les cours ont déjà pris la température chez les élèves et le constat est bluffant, nous disent Omar Thiam et Pape Mendy. Good morning, class. Good morning, sir. Depuis mardi dans l'après-midi, ça parle la langue de Shakespeare dans cette classe de CM1 à l'école élémentaire El Hadj Mbaye Diop de Ouakam. Dans un cadre agréable, les professeurs chargés de dispenser les cours sont ébahis par l'engouement des élèves. Ça donne presque envie d'en rire. C'est avec enthousiasme que les enfants appréhendent, n'est-ce pas, cette nouveauté. Ils sont vraiment excités, très contents. L'anglais est une langue parlée dans le monde entier. Donc il est nécessaire qu'on prépare nos élèves, nos apprenants, pour qu'ils puissent dans l'avenir aussi
s'insérer dans le monde. L'introduction de l'anglais dans le préscolaire et l'élémentaire par les nouvelles autorités démontre à souhait l'importance accordée à l'éducation nationale dans le document de référence Sénégal 2050. La direction, avec le concours de leurs supérieurs et le corps professoral, se sont donnés pour mission de relever haut la main les défis. L'enseignement de l'anglais est retenu pendant les cours de renforcement, c'est-à-dire les mardis après-midi et les jeudis après-midi. Donc il fallait que l'équipe pédagogique soit au courant et nous avons à notre niveau pris toutes les dispositions idoines. Jusque-là, tout se passe comme prévu, bien que le directeur sollicite une dernière faveur aux autorités. Nous sollicitons vraiment au niveau de nos autorités un accompagnement sur le plan du matériel, parce que ces enseignants auront besoin pour pouvoir faire efficacement le travail d'ordinateurs et de vidéoprojecteurs, parce que c'est des séances interactives qui demandent de visualiser des images. Dispensé 2 jours par semaine, l'anglais nécessite une répétition à tout moment. Le corps enseignant compte sur le travail de veille des parents. Des chauffeurs en brassard rouge, vous avez dû le constater dans la circulation. Eh bien, retenez que ces conducteurs s'insurgent contre ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale que leur impose le système des plateformes VTT, voitures, transport, chauffeurs. Les taximans qui déplorent des pratiques illégales auxquelles se livrent les propriétaires de ces VTC demandent à ce que leur milieu soit assaini. Les conducteurs de taxi sont en mouvement d'humeur depuis maintenant 48 heures. Le motif, ils font face à une concurrence déloyale que leur imposent les taxis Yango. Notre plaidoyer, ce n'est pas pour l'interdiction des Yango. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans l'illégalité. C'est nous-mêmes qui avons lancé les Yango et après d'autres sont venus s'en mêler. De plus, ils font face à des contraintes pour lesquelles les Yango sont totalement déchargés. Les Yango sont aujourd'hui plus nombreux que les taxis. Nous avons plusieurs charges. Nous payons l'assurance à 21 000 francs CFA. Nous devons également disposer d'un permis en transport commun et un livret de conducteur. Contrairement aux Yango qui n'ont besoin que d'une application. La situation dure maintenant depuis plusieurs années. Des pratiques illégales au vu et au su des autorités en charge du transport. Les autorités font la sourde oreille. Ils nous ont vendu le Djubal Djubanti. Ils n'ont qu'à nous dire si ce que nous faisons est illégal. On peut abandonner les taxis et faire du Yango comme les autres. L'apparition des taxis Yango dans le domaine du transport a occasionné une certaine anarchie sur les routes, ont-ils fait savoir. Nous n'avons rien contre eux, mais ils doivent se conformer aux lois de notre secteur. Il y a beaucoup de laisser-aller dans le secteur. Je pense qu'il y a du favoritisme. Ceux qui doivent assumer le transport ont failli à leur mission. C'est un mouvement d'humeur illimité. Ces acteurs du transport invitent les autorités à se pencher sur la question et prendre des mesures adéquates pour la réglementation de leur secteur. Merci à vous, Matar Bari. Circulation, toujours un comité régional de développement a réuni le CETUD et l'AGEROUTE pour discuter du futur réseau de transport en commun à Dakar. Avec l'arrivée prochaine de 400 bus à gaz, 103 lignes structurées seront déployées pour mieux connecter les usagers au TER et au BRT. Oumar Thiam nous en dit plus. Après le TER et le BRT, le dernier chaînon de la restructuration du réseau de transport en commun entre en jeu. 400 bus à gaz s'apprêtent à se greffer à l'existant pour renforcer l'offre de mobilité dans Dakar et ses banlieues. Objectif, voyager avec un gain de temps considérable, peu importe sa zone d'appartenance. Il est prévu
dans ce projet-là de mettre en place un réseau de 14 lignes de bus sur 30 km de voirie avec 2 ateliers dépôts. Il y a 700 arrêts de bus qui sont prévus et 9 carrefours également qui seront intégrés dans ce projet-là pour justement faciliter la mobilité des populations et favoriser leur accès à ces transports de masse que sont le BRT et le TER en mettant en place justement ces bus de rabattement. Sous la houlette du Conseil exécutif des transports urbains durables, accompagné de la Géroute, le projet se veut être en phase avec les normes environnementales et sociales. On a déjà identifié environ 3000 personnes qui seraient affectées par le projet et on va continuer les démarches avec justement les autorités administratives, notamment les préfets, pour mettre en place des commissions, discuter avec les parties, les personnes qui seront affectées par le projet pour une libération apaisée de ces emprises-là. Début des travaux, premier trimestre de l'année 2025. Le coût du projet est estimé à 267,8 milliards de francs CFA. La phase pilote prévue en fin d'année 2026, coïncidant avec les débuts des Jeux olympiques de la jeunesse, entrevoit la mise en service de 14 lignes, soit une fréquentation moyenne de 435 000 passagers par jour. Paul Cheney, professeur d'histoire à l'Université de Chicago, a tenu une conférence sur le parcours de Gabriel Debian hier mardi au WARC. Son intérêt d'écrire l'histoire coloniale à partir des péripéties et son apport dans la création du département d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sur demande de Léopold Sédar Senghor font de Gabriel Debian un historien dont le parcours avec le Sénégal est étroitement lié. Les détails avec Ousmane Ba. L'histoire de Gabriel Debian et l'histoire du Sénégal sont intimement liées, puisque c'est l'homme qui a jeté les bases de la fondation du département d'histoire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Son approche historique basée sur l'étude des marges en période coloniale est ce qui a fasciné le professeur Paul Cheney. Et de savoir disons, l'origine de l'étude plus ou moins scientifique de l'histoire dans les universités sénégalaises et de savoir le rapport entre, disons, la volonté d'indépendance politique et intellectuelle des Sénégalais à cette époque. D'ailleurs, selon l'ancien recteur de l'UCAD, il n'y a tout simplement pas d'histoire exhaustive sans les marges. Quand vous regardez l'historiographie, les thèmes dominants adressent les questions du centre. Et souvent, cette approche tend à enlever des millions de personnes comme sujet de leur propre histoire. Et les historiens, pour faire une histoire totale, doivent faire l'histoire de tous les protagonistes de l'histoire. Cependant, le travail scientifique de l'historien doit toujours prévaloir sur la volonté patriotique des communautés de se réapproprier leur histoire, ajoute-t-il. Que les communautés s'intéressent à leur passé, ce n'est qu'une bonne chose. Mais ils construisent leur identité en puisant dans leur passé les éléments qui les intéressent et qui les valorisent. Et les historiens ne sont pas obligés de les suivre. Au contraire, la façon dont ces communautés se racontent, c'est ça que les historiens reprennent avec un regard critique. L'histoire, qu'elle soit coloniale ou post-indépendance, reste donc une discipline scientifique qui, au-delà des émotions et sensibilités de couleur, de race ou encore de statut social, devra respecter les fondamentaux pour être authentique. Une note en sport, la Fédération africaine de football a annoncé le report en août 2025 du championnat d'Afrique des Nations 2025 initialement prévu en février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Une décision motivée par des impératifs liés à la préparation des infrastructures nécessaires pour un événement d'une telle envergure. Dans un communiqué officiel, la CAF a salué les progrès réalisés par les 3 pays hôtes dans la construction et la modernisation des infrastructures, stades, terrains d'entraînement, hôtels, hôpitaux et autres installations indispensables. Cependant, les experts techniques ont jugé que davantage de temps était nécessaire pour atteindre les standards requis.
Il fallait davantage de temps pour garantir que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le championnat d'Afrique des Nations, indique le communiqué. Cette décision vise donc à assurer une organisation optimale dans le respect des normes internationales pour un CHAN réussi. Notons que la date du tirage au sort est toujours maintenue pour ce mercredi 15 janvier. Les nouvelles dates du CHAN. Le président de l'Assemblée nationale a lu la lettre du ministre de la Justice, Ousmane Diagne, avant le lancement des travaux. Après les travaux, il a été décidé que la commission ad hoc sera mise en place ce jeudi et la décision sera ratifiée le lendemain. Selon le journal, selon Vox Populi, après la réunion du bureau à la conférence des présidents mardi, l'Assemblée nationale va attaquer la mise en place à la commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire de Farmangom. Elle est aussi programmée demain jeudi 16 février, suivi de la plénière de validation des 11 membres qui vont porter cette levée de l'immunité parlementaire de Farmangom le lendemain vendredi. Selon le journal, Vox Populi embouche la même trompette et écrit que la majorité PASTEF engage la machine. Constitution demain jeudi de la commission ad hoc et désignation de ses 11 membres. La plénière prévue vendredi selon Vox Populi qui indique que ce sera le jour où il sera question de lever ou non son immunité parlementaire. Mais l'APR est en ordre de bataille car les partisans des maires de Agnam ne se laisseront pas faire. Selon l'info, le sol se dérobe sous les pieds du député Farmangom. En effet, le bureau de l'Assemblée nationale qui s'est réuni hier sur la demande de la levée de l'immunité parlementaire faite par le ministre de la Justice a enclenché la procédure. Avec la majorité écrasante du pouvoir, Farba devrait perdre sa protection dans quelques jours. Selon l'observateur, dans cette affaire, même si Farmangom est au centre des soupçons, le nom de Seydou Sarr alias Tahirou Sarr revient fréquemment dans cette affaire de blanchiment de capitaux présumés révélée par le parquet du pôle judiciaire financier. Selon le journal, l'enquête de la CENTIF portant sur les transactions suspectes de 125 milliards de francs CFA dévoile des mécanismes opaques mêlant des sociétés écrans et un flux financier injustifié. Walf Quotidien lui indique que la justice conforte Ousmane Sonko, mais selon le journal, c'est l'ancien juge Ibrahim Amidou Dème qui appelle les autorités à ne pas politiser le pôle financier judiciaire. La tribune lui parle de revanche de Sonko qui démarre car Farmangom file tout droit vers la guillotine selon la tribune. Le quotidien lui écrit que Farmangom est à la merci des députés. La commission ad hoc installée, sa ligne de défense déjà prête. Source A lui indique que Farmangom est en danger avant de livrer la bonne nouvelle pour Samuel Sarr. La contre-expertise ordonnée par le juge d'instruction pourrait rendre caduques les allégations d'abus de biens sociaux. Le journal Enquête s'intéresse aux jeux de hasard en ligne et parle de paris des perdants des jeunes. Si les jeux de hasard sont vieux comme le monde, leur technicité et leur toxicité ne cessent de prendre de l'ampleur. XBet en est une parfaite illustration. Maniable, discret et très excitant, il stimule avec habileté l'envie jusqu'au trognon sur la publication. En sport record met l'accent sur Pape Matar Sarr. Le North London Derby Arsenal fera face à Tottenham aujourd'hui. Rewmi Sport évoque le CHAN, la compétition reportée. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir choisis pour vous informer. On se donne rendez-vous à 14h pour le journal en Wolof. D'ici là, le programme se poursuit. Excellente journée à toutes et à tous.